Alors, concernant justement Cheryl Tanda, auteur aussi prolifique, aujourd'hui on va échanger autour de l'ouvrage qui s'appelle Au bord du fleuve, suivi l'explorateur de Tendresse. Ça c'est aux éditions d'Acre. Sur cette même lancée, justement, concernant Cheryl Tanda, il y a eu plusieurs ouvrages, je les mets assez rapidement. On a donc Emono, ça c'est Enomo, pardon, Enomo, en 2015. SOS Motem aux éditions d'Acre, ça c'est 2018. Souffle équatorial, ouvrage collectif, ça c'est toujours aux éditions d'Acre, 2019. La liberté est têtue, manifeste politique collectif, donc 2019. Les éditions. C'est en auto-édition par le collectif. D'accord. Et puis on a Îlot de Tendresse, donc aux éditions Nema. Alors Nema. C'est la nouvelle édition numérique africaine. Exactement. Voilà. Bon, on a voulu, autour de conversations ici politiques, ici, c'est l'idée en fait échanger avec les auteurs. En gros, on n'a pas toujours la chance d'avoir des auteurs avec nous, donc l'idée c'est que comme on vous a avec nous, on va essayer d'essayer d'en savoir plus que ce que vous avez mis dans les livres, de manière à ce qu'on ait encore plus envie d'aller acheter le bouquin et puis d'en savoir encore davantage. C'est l'idée de ça. Bonjour tous les deux. La première chose, j'ai envie de dire, on dit Nirine ou Nirina? En malgache, on dit Nirine. Le A est muet, on entend un petit peu. Il y a une liaison à la fin. Donc c'est Nirine en malgache. Après, à la française, on va dire Nirina. Les deux sont possibles, mais la vraie prononciation, c'est Nirina. Nirina. Alors, Nirina, auteur, alors, multidimensionnel. Ici, alors, moi, j'ai artiste, calligraphe, professeur de français. Si on devait vous situer, vous, comment vous définirez, comment vous vous décrivez face à la public, en fait? Comment vous décrivez? C'est la grande question, Arnaud, donc tu me la renvoies et elle n'est pas facile, cette question. Oui. C'est la question de ma vie, et je pense que c'est peut-être la question de tout être sur cette planète. J'essaie de définir, alors si je devais dire un mot, c'est impossible pour moi, donc je vais en mettre deux, c'est professeur et artiste, alors enseignante et artiste, si je veux résumer. J'ai toujours besoin de mettre deux mots, parce que peut-être aussi je suis moi-même issue de deux êtres, mon papa, ma maman, issue de deux pays, Madagascar, France, et c'est comme si je n'arrivais pas à unifier, en tout cas je mets le mot composé, prof-artiste. Et après on peut décliner. Et on pourrait, alors si vous voulez n'avoir qu'un mot, c'est le mot que tu as employé, multidimensionnel, dans lequel on sait qu'il y a plein d'autres mots. Voilà, c'est ma première réponse. D'accord. Pour ça. Et pour Cheryl, j'ai vu, vous êtes informaticien aussi, et en même temps, écrivain, poète. Comment vous définirez-vous? Parce que c'est quand même assez prolifique, c'est assez multidimensionnel aussi, donc effectivement, comment vous définissez-vous? Alors, c'est vrai qu'on peut faire énormément de choses, c'est la nature de l'être, donc c'est un peu la mission de l'être humain de se complexifier, donc pour ne pas rendre les choses faciles. Mais en tant que poète, j'aime bien me définir avec une phrase du voyage et de l'exil, en disant que, à la base, qui je suis un simple individu qui est né à Port-Gentil, une petite ville du Gabon, d'une petite communauté, d'une petite ethnie, voilà. Et d'individu comme ça, je suis passé à une personne en me construisant dans cette toute petite communauté et en me complexifiant au contact des autres petites communautés de cet espace-là, je suis devenu le fils d'une patrie qui est le Gabon. Et comme on ne peut pas s'arrêter en chemin, par l'appel incessant des fleuves qui cavalent vers l'océan de notre humanité, j'ai bougé, j'ai voyagé. Dans ce qu'on appelle aujourd'hui cet exil-là que l'on vit un peu au bout du monde, qu'on vit au bout du monde, et deux concepts pour expliquer comment je m'explique justement.
c'est que, premièrement, physiquement, je vis à Paris, en Île-de-France, mais métaphysiquement, j'habite au bout du monde. Le bout du monde m'habite, c'est selon. Voilà. Et au fond de moi, même si je suis toujours aux quatre coins du monde, même métaphysiquement, au fond de moi, hein, calme et paisible, hein, vit ma petite île natale, hein, parfois furieuse, parfois calme, parfois agitée, et au bord de ce que j'appelle un peu mon univers magnifique, c'est-à-dire que une petite île bordée entre la mer et l'océan, dans le golfe de Guinée, justement. Donc voilà, en quelques mots un peu prolixes, comment je me définis. Effectivement, heureusement, c'est prolifique. J'ai beau lire, j'avais plusieurs images, en plus, merci d'avoir complété, en plus, notre lecture. Et en plus, alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en fait, en vous lisant tous les deux, j'ai vu à la fois des points de convergence, des points de divergence, c'est tout à fait normal. J'ai vu aussi un des points qui m'a marqué, il y a quand même aussi, prenons par exemple des points de convergence comme ça. Nilina, concernant l'abécédaire, première lettre, vous avez commencé par lettre A comme Afrique. Afrique. Et curieusement, alors je ne sais pas si. Bon, je pense pas que. On ne se connaît pas. Voilà quoi. Je prends les deux livres, je commence à lire aussi, justement, concernant aussi le vieux continent clochard. Et je lis ça, et il y a quand même beaucoup d'images qui renvoient. Sauf erreur, je n'ai pas vu le mot Afrique apparaître, mais il y a beaucoup d'éléments qui me renvoient un peu à l'Afrique. Alors, j'aimerais bien aussi justement savoir, ayant vous aussi, quel est votre rapport à l'Afrique, justement, au mot Afrique, l'Afrique en tant que continent, l'imaginaire de l'Afrique, l'Afrique en tant que terre des îles, etc. L'exil à travers l'Afrique, etc. Il faut savoir que cet abécédaire autobiographique n'est pas avec thématique africaine. Non. Il y a pas de, comme thématique, c'est quelle est ta vie, Nimi, quelle est ta vie, quels sont les mots de ta vie. À chaque lettre de l'alphabet, quel serait le mot qui ferait référence à ta vie. Donc les autres mots sont très divers, il y a des mots de langues étrangères, et il se trouve que pour la lettre A, j'aurais pu choisir amour, j'ai choisi Afrique. Donc pour répondre à ta question, Arnaud, j'ai mis ce mot de continent en première place parce qu'il est cher à mon cœur d'une certaine manière, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mon père est né à Madagascar, il est malgache, mais ma maman est née en France, elle est française, et moi je suis née en France, j'ai été éduquée, j'étais à l'école française de A à Z, je n'ai pas quitté la France de mes études, et ensuite j'ai voyagé. Je n'ai découvert Madagascar qu'à l'âge de 24 ans. Madagascar, le sang dans mes veines, je n'ai découvert la terre de latérite qu'à l'âge de 24 ans. C'est très tardif, mieux vaut tard que jamais. Plusieurs terres qui ne verront jamais la une de leur terre. Normalement, il devait être là. Donc j'ai voulu la mettre en première place, parce qu'elle, jusqu'à l'âge de 24 ans, était loin dans les places. Matériellement, puisque métaphysiquement, tout on a pensé, elle était bien là, dans mes veines aussi. Donc pour moi, Madagascar, c'est mon pays à égalité avec la France, même si je le connais moins que la France. Et pour moi, Madagascar, c'est une terre que je veux découvrir encore plus. Donc depuis, j'y suis allée, Dieu sauvé, 4 fois ou 5, j'arrive plus à compter, en tout cas, c'est pas beaucoup non plus. Mais c'est une terre qui, pour moi, la terre du voyage, et c'est beau de me dire que c'est moi-même qui va en voyage vers moi-même. Et c'est très excitant pour un être humain, de se dire qu'on voyage chez soi. Donc, c'est une terre mystérieuse pour moi. Et je dois dire que ces dernières années, à force d'y aller ou d'en rêver et d'écrire sur cette île continent, parce que c'est une île énorme, que je n'aurais jamais sans doute la possibilité de connaître entièrement, parce que plus grande que la France, déjà la France, je ne la connais pas entièrement. Donc je me dis que depuis plusieurs années, j'ai l'impression que cette terre m'habitait beaucoup plus que je ne pensais. Et avec les années, avec mes recherches, je découvre des parts de moi sur lesquelles je mettais des mots. Et en apprenant sur Madagascar, en y allant, je me rends compte que ces mots-là, en fait,
C'était les mots de Madagascar. C'était Madagascar qui parlait à travers moi sans que j'ai les mots. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il y a des aspects de moi, donc je pourrais parler d'un mot en particulier que j'ai mis dans l'ABCD à la lettre F. J'ai mis le mot Fiavanana. Fiavanana, ouais. C'est un des mots malgaches, un concept qui veut dire, alors, les malgaches ici présents pourront compléter, j'espère ne pas faire d'erreur, mais l'idée de paix, d'harmonie, de convivialité, de solidarité, de collectif, d'entraide, d'amour à l'intérieur. Et moi, en tant qu'être humain, j'étais toujours obsédée par cette quête d'harmonie et d'amour. Et quand j'ai découvert seulement en 2019, mieux vaut tard que jamais, le mot, le concept, qui est vraiment ancré dans la culture malgache et sans doute aussi dans beaucoup de cultures africaines, d'un seul coup, je me suis dit, ah, il me manquait ce mot, il était en moi tellement sur plusieurs facettes, et j'étais heureuse de pouvoir le tenir dans un seul mot, de tenir tous ces concepts qui m'animent dans un seul mot de Madagascar. J'avais l'impression de comme retrouver un parent. Voilà. Et vous, Chérie, Kanda? Alors, pour moi, l'Afrique, c'est vaste, mais on va essayer de résumer très rapidement. Déjà, en faisant une petite parenthèse en disant que peut-être ce qu'on a en commun aussi, c'est la poésie insulaire. Voilà, donc Madagascar, c'est une grande île. Port-Gentil, c'est une petite île, c'est une presqu'île, elle est rattachée au continent, mais c'est une île. Donc, c'est peut-être ce qui bouillonne au fond de nous, qui nous rattache, certainement. Mais voilà, pour ma part, l'Afrique, ça reste quand même la base, ça reste le berceau duquel je viens. De toute façon, mon enracinement est de là. Et partout où je peux être dans le monde, ou quand j'écris de la poésie, lorsque je me cherche au fond de moi-même, c'est cette Afrique-là que je vais puiser. Parce que, de toute manière, c'est le propre de la poésie, c'est que le poète écrit à partir de lui-même. Mais être soi-même, c'est quoi? On ne peut pas offrir au monde ce qu'on n'a pas. Donc, et parfois, ce qu'on n'a pas, quand on parcourt un peu le monde comme ça, dans cette forme d'exil où on a voyagé, on est parti, parce que l'exil, c'est quitter un point et aller à un autre. Et voilà, c'est que on n'a plus les saveurs du continent, on n'a plus le terroir qui nous permettait effectivement de créer. Et donc l'Afrique, pour moi, c'est ça, c'est ce terroir-là qui me permet de me réinventer. Parce qu'effectivement, il faut des fois dépasser la langue française, c'est ce que Myrine disait tout à l'heure, où il y a des concepts que l'on cherche, mais que l'on ne peut pas trouver dans la langue française qui domine la littérature francophone, il faut le dire. Et des fois, on va rechercher dans sa propre langue, dans ses propres concepts, dans l'Afrique en elle-même, et très rapidement, on retrouve des choses que l'on ne trouvait plus dans une certaine langue, et que l'on arrive à réimaginer, à repenser. Donc, c'est un peu ça, cette Afrique qui se traduit dans mon écriture, parce que je veux dire aujourd'hui, c'est peut-être un autre exil dans lequel je me suis mis, mais peut-être j'en sortirai, c'est que mon écriture est beaucoup africaine aussi aujourd'hui. Voilà. Même si je m'ouvre au monde, parce que c'est important, il faut s'ouvrir au monde, ce que je disais tantôt, je parlais d'une exigence de l'être humain, mais une deuxième exigence, et ça c'est le poète, le chanteur Pierre Claver Atenenge du Gabon qui le dit, l'être humain a une double exigence, celle de se pérenniser. Donc, pour se pérenniser, il faut se connaître, ça revient à ce que je disais, donc se retrouver, s'ancrer, connaître sa culture. Et la deuxième, justement, c'est de se complexifier en allant au contact du monde et en ouvrant des ponts et en cavalant, comme je viens de le dire, on est des fleuves et on cavale tous vers cet océan de notre humanité. Intéressant. Alors, bon, c'est vrai que j'ai posé cette question concernant l'Afrique. Je serais continuer même en vous disant, j'ai aussi retrouvé d'autres continents aussi à travers vos lectures. Puisqu'on voit l'Europe aussi apparaître, on voit aussi l'Amérique aussi apparaître. Et c'est vrai que nous sommes à Nantes, par rapport à son histoire, le voyage à Nantes, etc. Quand on vient à Nantes, on a tout cet imaginaire aussi qui apparaît, Jules Verne, etc. Le voyage, l'exil, etc. Justement, j'aimerais bien aussi, par rapport à cette même question que j'ai posée tout à l'heure, par rapport à l'Afrique, justement, quel est votre rapport aux autres continents, puisqu'on voit bien l'Amérique qui est apparue, l'Europe qui est apparue, etc. Donc, quel est votre rapport aussi par rapport aux autres continents dans vos écrits? Je suis fascinée depuis toute petite, comme beaucoup d'êtres humains, je suis fascinée par la map du monde, le globe, la carte et de cette planète Terre. Je n'ai jamais été astronaute, un jour peut-être j'ai en touriste, ils m'ont fait un peu peur, mais en tout cas, j'ai toujours été fascinée par cette planète ronde et bleue, paraît-il, de loin de l'espace.
Et donc, moi, le voyage a toujours été une obsession. J'imagine aussi par le voyage ADN ou génétique que j'ai entre moi et la France et Madagascar, pour parler de mes deux parents, mais comme on le sait, Madagascar est l'amalgame d'autres peuples marins, de Nouvelle-Zélande, d'Australie, d'Afrique, du monde d'Arabie, bref, des voyageurs, et j'ai senti ce voyage à l'intérieur de moi. Et donc les autres continents, pour moi, j'ai envie d'en faire ma maison aussi, au sens où j'ai envie d'aller à la rencontre de ces peuples qui sont à ce moment-là authentiques, puisque si j'y vais aujourd'hui, par exemple aux États-Unis, je vais rencontrer ce qu'on appelle des Américains. Si j'étais allée il y a 12 000 ans, j'aurais rencontré encore plus de natifs, il reste des descendants. Et puis, si je vais dans le continent, le monde arabe, je rencontrerai des peuples nomades qui sans doute sont mélangés avec d'autres peuples aussi riches, je n'en sais rien. Enfin, donc pour moi, les continents, c'est ce découpage entre terre et océan, et c'est le lieu de résidence de ces voyageurs qui se sont arrêtés là, à ce moment-là, de leur vie, mais qui vont sans doute partir ailleurs, peut-être leurs descendants partiront ailleurs, et qui d'ailleurs sont là parce que leurs ascendants, leurs ancêtres étaient venus ailleurs, étaient venus d'ailleurs. Pour moi, les continents, c'est comme plusieurs chambres d'une même maison. Donc j'ai envie d'aller, je suis curieuse, je ne veux pas rester juste dans une chambre, je veux monter les escaliers, je veux aller dans le grenier, je veux aller dans la cave, je veux aller dans la cuisine, etc. Et donc j'ai la chance, peut-être dans ce siècle, de pouvoir voyager plus rapidement. Et c'est pour cette raison que je suis partie, quand j'avais une vingtaine d'années, je suis partie vivre ailleurs, j'insiste, vivre, c'est résider. Résider versus voyager. J'adore le voyage, bien sûr, mais le voyage touristique, le voyage rapide, pour moi, c'est comme si j'avais juste jeté un coup d'œil dans la chambre, et puis je repars, mais du coup, je ne sais pas du tout à quoi ressemble cette chambre, et qui sont les habitants de cette chambre. Donc oui, je suis partie vivre aux États-Unis pendant 3 ans. C'est pas un jour, c'est pas 10 jours, c'est pas un siècle, mais en 3 ans déjà, j'avais l'occasion de mieux rencontrer les habitants, de mieux sentir les ambiances. Puis j'ai aussi voyagé aux Émirats Arabes Unis pendant 3 ans, enfin, voyager et habiter. Je suis là-bas, je ne peux pas m'empêcher de voyager dans d'autres villes du pays. Et ces lieux sont mes inspirations pour écrire. Je t'écoutais, Chérie, quand tu disais qu'on a besoin d'un lieu pour se régénérer et créer. Je t'entends tout à fait là-dessus. Et pour ma part, les voyages où j'ai l'impression d'être aussi chez moi ailleurs m'ont énormément inspiré. Mon premier roman a été totalement inspiré de cette résidence voyage aux États-Unis où j'ai creusé dans la terre pour aussi rencontrer les ancêtres de cette terre et certaines tribus natifs. Et c'est pour ça que j'aime voyager, parce que c'est ça qui me permet de créer. Alors on peut voyager au bout de sa rue, mais au bout de sa rue, ce sera peut-être il y aura comme la langue française qui va dominer. Bon, sauf si je vais dans le quartier polonais de Reykjavik, bien sûr j'entends. Mais moi j'ai besoin souvent d'aller dans des pays où il y a une autre langue que la mienne principalement c'est le français, pour écouter la langue de l'autre et puis créer un nouveau livre, une nouvelle œuvre. Et vous, Chérie? Alors, les continents, pour prendre plus simple, moi je me définis toujours à partir de mon île natale. Je pars de là pour rencontrer le monde. Et pour moi, les continents ne sont que de grandes îles finalement. C'est un peu, quand on part du village, on va à la métropole, une grande ville, pour moi c'est le même concept. Et forcément, le voyage, et quand on revient, désolé de revenir sur cette notion du fleuve, hein, parce que voilà, le fleuve, il quitte les terres, il se verse à la mer, forcément, et la mer, ça fait des océans, et les continents sont reliés de cette façon-là. Et c'est important pour moi, de toute façon, les autres continents, parce que on a besoin de découvrir ce qu'apportent les autres, à condition de savoir ce qu'on apporte soi-même, parce qu'effectivement, on est dans le concert des nations. Et je dis toujours, si on va dans le concert des nations apporter le violon alors qu'il y a des civilisations qui maîtrisent le violon, c'est bien, hein, mais on n'apportera pas sa couleur, au moins apporter sa voix de tambour, apporter son tam-tam. Là, c'est un peu comme Césaire. Voilà, si on peut apporter aussi son tam-tam, plus le violon, ça donnera une couleur à tout ce que l'on fait. Après, dans les faits, je n'ai pas voyagé autant que Irine, hein, je fais l'Afrique, l'Europe, voilà, j'aimerais bien aller dans d'autres continents, et ce serait intéressant pour moi pour m'enrichir en tant que poète, parce que c'est important. Mais au-delà du voyage physique, il y a aussi
il y a aussi la rencontre, on va dire, littéraire, poétique et même métaphysique d'autres lieux. Par exemple, moi, bien qu'étant né en Afrique, j'ai l'impression que, par exemple, Haïti m'habite énormément. Parce que lorsque j'ai découvert la poésie haïtienne, je me dis non, c'est pas possible. Ils sont loin de nous, mais ils ont les mêmes problématiques, certains soucis politiques. Et voilà, je me suis énormément imprégné justement de cette région du monde, sans pour autant y être allé, mais que j'ai découvert, par exemple, en poésie ou en littérature. Par exemple, j'affectionne énormément René de Pestre. C'est grâce à lui que je me suis lancé, que j'ai pu écrire quand même un recueil de poèmes érotiques, îlot de tendresse, parce qu'il a ouvert la voie d'une certaine manière. Et lorsque j'entends René de Pestre, que je rajoute 100 ans, qui dit que Jacques Mel, voilà, de Jacques Mel, là sur la corniche, il voit le golfe, lorsqu'il explique, je me sens idem lorsque je suis chez moi à Port-Gentil, dans ma presqu'île finalement. Et je me disais, on est tous des êtres un peu éparpillés dans le monde, mais au final on est un peu reliés, tous ces continents-là, même s'ils sont reliés par la nature eux-mêmes, parce qu'ils sont reliés par les fleuves et les océans, mais les êtres humains eux-mêmes sont reliés comme ça par des cordes invisibles, voilà, c'est comme une guitare avec des cordes invisibles, et lorsque une personne joue une note d'un côté, ça fait vibrer quelqu'un d'autre de l'autre côté. De Pestre est né très longtemps avant moi, il a l'air d'être mon grand-père, pourtant, mais il a commencé à écrire des choses, je n'étais pas en projet, mais quand je les lis aujourd'hui, je vibre pourtant depuis mon Afrique natale, donc c'est ce qui est intéressant justement avec ces contenus. Donc voilà un premier élément de réponse pour ne pas... J'ai tendance à être prolixe dans mes réponses. Mais voilà, je ne vais pas m'arrêter. Le texte dont vous avez cité le premier texte, Le Vieux Continent, que j'ai dédié à René de Pestre et à David Diop. Exactement. Que j'ai dédié à René de Pestre et à David Diop parce que lorsqu'on grandit en Afrique et qu'on étudie en Afrique, surtout en Afrique francophone, je ne sais pas si en Afrique anglophone c'est pareil, on apprend énormément de choses de la France, de la poésie française. C'est pas mal, hein, c'est très bien, c'est de la très grande poésie, on doit la connaître. Sauf qu'on ne connaît pas très bien. Bon, on peut apprendre, on découvre, j'ai découvert, mais voilà, on arrive à découvrir qu'il y a une poésie, on va dire, faux comme ça, métaphorique. Et c'est en découvrant justement deux poèmes, donc Le Minerai Noir de René de Pestre et Afrique en Afrique de David Diop. Je pense que je les ai découverts, j'étais en CM2, mais je les ai bûchés à fond pour les connaître par cœur, parce que je dis, mais c'est pas possible. Parce que dans mon cœur, je me posais toute une question. On me dit dans le livre qu'on vivait de chasse et de cueillette, on nous a civilisés, mais c'est pas possible. Ils faisaient quoi ces gars à l'époque? Ils faisaient rien, personne ne s'est révolté contre ça. Et quand je tombe sur des textes comme Le Minerai Noir de René de Pestre et Afrique en Afrique de David Diop, et là j'ai un sentiment, je me dis, oui, effectivement, là, c'est cette Afrique-là que je cherche, qui n'est pas dans les livres. Et du coup, cette fierté m'a habité. Et depuis ce jour, je me suis promis de ne plus, où que j'aille dans le monde, de ne pas retirer cette Afrique-là de mon cœur. Ok, intéressant. Et je prends d'ailleurs au mot, effectivement, le fait de voyager, la rencontre envers l'autre, l'inspiration, voire même la créativité, d'où j'ai vu dans vos ouvrages des mots que je ne connaissais pas. Bénévolence, excusez-moi, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, bon, je veux bien comprendre que le choc avec l'autre, la rencontre, c'est vrai que ça inspire. Ce serait intéressant que vous puissiez nous expliquer. D'abord, bénévolence. Ce concept, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce mot, d'où il vous est venu ce mot-là d'ailleurs? Alors, donc, lettre B, bénévolence, oui. Il fallait que je choisisse le mot de ma vie, exercice impossible, mais donc ou un mot qui me tienne à cœur. Bénévolence, oui, il paraît étrange pour nous en 2021, mais si on repart quelques siècles en arrière, c'était un mot tout à fait banal, comme nous l'indique la langue française et les langues du monde, elles évoluent, et il y a des mots qui sont à la mode, des mots qui deviennent périmés, des mots qui passent à la postérité, des mots qui disparaissent et qui reviennent plus tard. Et en fait, là, c'est un petit truc malin, enfin j'espère, on va voir. J'aimerais bien le remettre un peu au goût du jour, celui-là, parce qu'il a existé. Il vient du latin benevolens, qui veut dire bien vouloir.
qui a tout simplement donné un moment, par analogie, le mot bienveillance que nous connaissons tous. C'est le mot clé qu'on entend depuis quelques années, bienveillance, éducation bienveillante, relation bienveillante. Et je me suis dit, bon, on entend beaucoup le mot bienveillant, donc bien veiller sur quelqu'un, ou vouloir du bien. En fait, bénévolence veut dire vouloir du bien. Donc c'est vraiment un ami avec bienveillance. Et moi qui suis linguiste, qui adore l'étymologie, qui adore observer les types de langage et les modes de mots, je me suis dit là, est-ce qu'on pourrait l'amener, le faire revenir, tout simplement, pour nuancer la bienveillance et que certains mots qui sont trop employés ne deviennent pas galvaudés ou un peu comme des mots marketing qu'on met pour faire bien. Voilà, c'est un petit coup de malice de ma part. Bien, bénévolence, ça veut dire la bonté, l'amabilité, la volonté de bien faire et de faire du bien, et de donner de l'amour, tout simplement. Merci. Un ancêtre qui revient. Oui, un bon ancêtre, visiblement. Et vous, chérie, poétude, qu'est-ce que c'est que ce mot-là? Poétude. D'abord, est-ce qu'on le prononce comme ça, poétude? Alors, poétude, P-O-W-E, accent circonflexe. Mais là, c'est encore en discussion parce que c'est naissant. Est-ce qu'on met un accent ou pas? Voilà. Mais moi, je préfère mettre l'accent circonflexe. Vous le prononcez comment? Poétude. Poétude et T-U-D-U-D-E-S. Voilà. Alors, poétude, on va d'abord faire l'étymologie du mot. Poétude est composé de poé. Poé, c'est, pour ceux qui connaissent, il y a un grand poète, artiste musicien gabonais qui s'appelle Pierre Claver Akénégué, qui a fait une énorme carrière en chantant le terroir, non seulement, mais aussi en faisant énormément de poésie et de métaphores pour dénoncer un peu les abus des gouvernements autocrates. Et dans l'une de ses chansons justement considérables, et même tout son univers est fait quand même de personnages et d'oiseaux. Et il y a un oiseau dans ces personnages qui s'appelle Poé. Et la caractéristique de cet oiseau-là, c'est que, je vais vous faire rapidement, c'est un monsieur qui un jour quitte son village, voyage en Afrique, voit un peu toutes les innovations qu'il y a, revient dans son pays en tant que tirailleur, il se fait arrêter, il va en prison, et ensuite il se fait décapiter, à un moment donné, quand il se fait décapiter, il y a un oiseau qui apparaît, et il y a de la pluie. Et la légende qui reste derrière, bon j'extrapole un peu, c'est que ce petit oiseau-là, à chaque fois qu'il chante, il y a toujours des gouttes d'eau qui tombent. Donc, pour rappeler un peu aux gens que voilà, il ne faut pas se taire, il faut avoir le courage de se taire, il faut mener des luttes. Et donc du coup, nous on parle de cet oiseau-là, justement, cet oiseau qui n'a pas le courage de se taire. Et on n'a pas le courage de se taire, c'est une notion que je prends à une de mes collègues, justement, de mon collectif au syndicat qui s'appelle Nanda. Donc voilà, on n'a pas ce courage de se taire. Et c'est un peu ça, notre nature de poète aussi, c'est que on est toujours dans l'insatisfaction métaphysique, c'est-à-dire que si on se lève un matin, s'il y a du sang qui coule, on dira qu'il y a du sang qui coule de manière poétique. On ne détournera pas le visage pour dire tiens, il y a des tulipes qui poussent derrière nous. Donc on est toujours brûlé justement par les mots de l'humanité. Et ça brûle, hein, les mots de l'humanité. Il faut justement, heureusement qu'on écrive pour extérioriser tout ça. Donc du coup, on est parti de ça, et comment on se reconnaît dans beaucoup de choses qui ont été faites par ce monsieur. Pas que lui, parce que nous, c'est le point d'ancrage que l'on prend de nos prédécesseurs, mais à partir de lui, il y a des encres que l'on prend chez tout le monde, et on dit, nous, c'est notre point de départ, parce qu'on ne va pas créer de zéro. Il faut qu'on parte de quelque part. Et donc, du coup, on a dit, si nous, on se reconnaît de cet oiseau-là Poé, et du slogan de Pierre Claver Akénégué, qui est que l'art est la créature de la créature vivante. L'art est, désolé, l'avocat de la créature vivante, ce que l'on peut aussi rapprocher à Camus lors de son discours pour le prix Nobel. Donc, nous, on est parti de ça, on s'est reconnu comme étant des poètes. Maintenant, c'est des poètes avec W, parce qu'effectivement, il y a le poète classique que nous sommes, hein, c'est notre nature, mais comme on avait une particularité de se raccrocher à cette façon de penser, mais du fait aussi qu'on est né dans un contexte particulier. On est né quand même dans un contexte où, il faut le dire, on va pas le dire, en Afrique, il y a une forme de dictature qui sévit, au Gabon, il y a une forme de dictature qui sévit depuis les indépendances. Donc, après 2009, quand même, il y a le fils de l'ancien dictateur qui a le pouvoir. 2016, c'était pareil. Il y a des élections qui ont été spoliées dans un contexte un peu chaotique.
Et en tant que poète, on le dénonçait déjà, mais c'est à cette période-là où effectivement on a été le plus brûlé dans notre chair en fait. Parce que même si on est loin, même si on est en voyage continuellement au bout du monde, la problématique du pays natal se pose toujours. Quel est l'avenir du pays natal? Parce qu'il faut que j'y retourne. Même si j'y vais métaphysiquement et que je me rapproche aux beaux souvenirs de mon enfance, mais ce pays existe. Et du coup on est brûlé et on prend position sur certaines choses parce qu'on a un idéal. Et il y a ça, et puis bon, derrière, il n'y a pas qu'attaquer des gouvernements autocrates, sinon on ne serait pas des poètes. Il y a aussi l'esthétique littéraire. Dans cette esthétique littéraire-là, justement, la recherche de cette esthétique littéraire, il y a tous ces lieux de l'action, d'écriture, tout ce que l'on peut faire pour réinventer notre propre écriture, justement. Cette recherche de l'esthétique, d'où je disais penser, repenser l'Afrique, donc voilà, ce sont des thématiques comme ça que l'on gère, et d'où le nom de la poétude, bon, poète avec W-E-T et U-D-E pour faire un mouvement, comme la négritude, pour faire joli, voilà. Mais bon, apporter son néologisme à l'histoire. Le tigre, la tigritude, voilà, le poète, la poétude, la poétude. Voilà, effectivement. Si je peux me permettre, pour l'orthographe, bénévolence, B-E accent aigu, N-E accent aigu, V-O-L-E, N-C-E. Je n'oserais faire le néologisme de bénévolitude. Et voilà. Et qui sait, peut-être, mouvement bénévolitude. Alors, effectivement, très intéressant, très intéressant. Merci beaucoup d'ailleurs de la réponse de ça. Autre chose, alors, c'est juste par exemple, j'ai remarqué, c'est vrai que vous avez souvent le fond des mots. Quand vous prenez un mot, vous l'analysez sur son aspect historique, sur son aspect étymologique, etc. Je crois ne pas me tromper, vous êtes docteur en lettres. Est-ce que, justement, l'objet de vos recherches aussi a aussi un rapport et ce fil conducteur à ce rapport de prendre des mots comme ça, de les étudier à la fois sur le point de vue sociologique, historique, etc. Oui, alors moi, mon doctorat n'était pas du tout sur la linguistique, ou c'était sur la littérature de voyage. D'accord. En fait, il y a un lien. Le voyage dans les mots, c'est l'étymologie. Et donc, je suis depuis toute petite passionnée, si ce n'est obsédée par l'étymologie. Il se trouve que j'ai la chance de prendre des cours de latin et de grec. À l'école française, on peut le faire encore, j'espère. Ça m'intéresse. Bon, en tout cas, j'avais ce côté joueur et joueuse, curieuse, archéologue, d'aller voir aux généalogistes de la langue, parce que pour moi, le latin et le grec sont comme le grand-père et la grand-mère du français. Et ayant appris ça dans mon adolescence, je me suis prise au jeu. C'est devenu toujours ma grande question. Le mot qu'on emploie aujourd'hui dans ce contexte-là, dans ce sens-là, il n'a pas toujours eu ce sens. Il n'a pas toujours été utilisé dans ce contexte. Parfois, il a été oublié, il est revenu. Donc, pour moi, c'est une exploration dans le sens, dans la pensée humaine, parce que les mots sont forgés par notre pensée, et après, les pensées sont forgées par nos mots. Ça va dans les deux sens. Et m'interroger sur les mots, leur origine, dessiner l'arbre généalogique du mot, autant que faire se peut, parce que parfois, il y a des étymologies qui sont fausses. On se rend compte qu'on est parti d'un côté, en fait, c'était pas ça. Il y a des hypothèses d'étymologie. Ça me permet d'explorer cet arbre généalogique, de me voir où je me situe par rapport aux mots, puis aussi de comprendre pourquoi tant de malentendus entre humains, pourquoi tant de mécompréhension, pourquoi tant d'incompréhension et du coup aussi de violence, mais ça va dans l'autre sens, pourquoi autant d'amour, c'est quand on arrive à trouver les mots qui nous rassemblent, quand on a l'impression de dire ah oui, je le sens comme toi, j'entends comme toi, ou ça résonne en moi. Alors, parfois ça résonne, parfois ça ne résonne pas, et tout est finalement, j'ai l'impression, question de sens qu'on met dans les mots. Donc moi je vais creuser, interroger le mot et voir pourquoi tel mot va créer une guerre, ou tel mot va créer l'amour, et parfois le même mot va créer les deux. Et ça m'intrigue depuis que je suis toute petite, donc j'ai pas forcément la réponse du sens, des sens, parce que les mots ont plusieurs sens dans leur évolution. En tout cas, ça me permet un peu de m'apaiser ou de comprendre, d'essayer de comprendre les bien entendus et les malentendus de l'humanité, d'essayer d'apporter un peu de paix si j'explique aux partis qui sont en guerre ou en amour pourquoi ils s'entendent, pourquoi ils ne s'entendent pas. Explorer l'aspect multidimensionnalité du mot. Et vous, justement, chérie Lutanda, justement, par rapport à ça, parce que
si j'essaie de faire le point commun, pareil, vous partez de ce même concept, mais je vois que vous l'explorez d'un point de vue analyse historique, analyse sociologique. Si je prends l'exemple, on a parlé tout à l'heure d'Afrique, d'autres continents, je me trompe peut-être, ça reste un point de vue en fait de quelqu'un qui a lu le livre, qui essaie de comprendre, hein, vous m'excuserez. Justement, j'ai aussi cette impression-là, c'est-à-dire que quand vous prenez à travers vos différents poèmes, hein, c'est-à-dire on va aussi à peu près dans ce même sens-là, c'est-à-dire on prend la thématique, on essaie de l'aborder d'un point de vue sociologique, d'où et là, comme vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire à un moment donné, des points saillants apparaissent, par exemple le côté contradiction entre les êtres humains, les contrariétés, le côté guerre, conflit, paix, etc. etc. Donc j'ai eu un peu cette impression-là, c'est-à-dire à travers une thématique, souvent on a comment on peut dire ça, oui, des contradictions, deux mots différents, l'aspect un peu multidimensionnalité, un peu qui apparaît à chaque fois comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que c'est une lecture intéressante. De toute manière, c'est ce qui est. De toute façon, le poète, il est intrinsèquement, il est tourmenté. De toute manière. Donc, je connais très peu de poètes qui sont bien dans leur tête et qui écrivent des choses. Voilà. Donc, on est toujours tourmenté entre plusieurs éléments qui nous brûlent. Et dès lors que l'on commence à se lancer dans la poésie de cette manière, parce que quand on est dans une poésie de rupture, parce que je suis dans une poésie de rupture violente, c'est-à-dire qu'il faut rompre avec un passé quand même, là on parle dans le cas des gouvernements autocrates. Mais je ne suis pas contre eux parce que je veux me lancer en politique ou quoi d'autre, c'est juste que, c'est-à-dire que métaphysiquement même il m'exile, c'est-à-dire même dans le voyage vers notre humanité, parce qu'il faut qu'on atteigne cette paix-là, il faut qu'on soit le carrosse justement il faut qu'on soit la dernière roue du carrosse qui va vers l'humanité. Parce que je le dis toujours, l'Europe ou l'Amérique peut avoir toutes les conquêtes possibles, ils peuvent même aller sur Alpha du Centaure. Tant que l'Afrique n'a pas apporté ce qu'elle doit apporter, ce n'est pas ce qu'on attend qu'elle apporte, ce qu'elle-même, elle doit apporter, le vaisseau de notre humanité n'ira nulle part. Donc on a besoin justement de cela. Et pour apporter cela, il faut que l'on se repense nous-mêmes. Et ils nous mettent en retard. Moi, je suis furieux contre eux pour ça, parce qu'ils nous mettent en retard. C'est-à-dire qu'on est obligé aujourd'hui de se focaliser sur des problématiques de politique, de société, économique, parce qu'il y a des gens qui ne mangent pas, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qu'on ne soigne pas dans ces pays, alors qu'il y a plein d'argent, mais des personnes prennent l'argent pour se mettre dans les poches. Donc en tant que poète, au lieu d'explorer la beauté du monde qui nous attend et les autres qui nous attendent et tendre la main, on est obligé de s'attarder sur ces sujets-là qui, dans d'autres pays, ont été réglés déjà depuis des siècles, mais voilà. Ils nous mettent en retard sur cette route-là. Donc du coup, dès lors qu'on est dans cette forme de poésie, on est obligé de prendre le poème sur plusieurs facettes, en fait. Que ce soit l'économie, l'anthropologie, la politique, et notamment, parce que au-delà des autocrates, je tape aussi pas mal un passé commun que l'on a eu avec l'Occident, avec la colonisation, l'esclavage et tout ça. Et le but pour moi n'est pas de venir dire oui, c'est mal, ils ont enlevé des gens, ils ont fouetté des gens, tout ça on sait, ça c'est... Mais c'est comment prendre de la hauteur dessus. Comment prendre de la hauteur, parce qu'on a trois phases finalement quand on se lève métaphysiquement dans le poème. Je ne veux pas perdre des gens, c'est-à-dire qu'il y a ce passé-là justement avec lequel on veut rompre, ce passé-là avec lequel on veut rompre et que l'on doit dépasser. Parce que c'est vrai que c'est douloureux et violent, mais il faut qu'on dépasse justement ce passé. Et que dans le présent dans lequel on est, on prend assez de recul, de hauteur et de lucidité justement pour penser ce passé, penser P-A-S-E, voilà ce passé, et ensuite orienter la pensée de l'avenir. Donc, si on ne fait pas tout ce travail-là multidimensionnel, pour prendre le terme de Nerina, on ne peut pas voir toutes les facettes de la problématique qui est au final multiforme. Parce que quand on va prendre dans une dictature, le problème n'est pas tant que le président en place veut se maintenir. D'accord, il veut se maintenir, mais derrière, il y a d'autres problèmes annexes. Il y a des problèmes de famille, des problèmes sanitaires, il y a des problèmes de personnes qui l'aident à se maintenir et qui ne veulent pas avoir des positions, comment dire, des idées cardinales indiscutables, finalement. Donc, il faut voir tout ça dans un ensemble et essayer d'orienter la pensée de l'avenir
avec tous ces éléments-là. C'est vraiment le matériau de construction. Est-ce que je le réussis bien? Je ne sais pas. Au lecteur de le dire, mais on peut aussi pécher, parce que quand on plonge là-dedans aussi, on peut avoir des défauts. Et c'est d'ailleurs, on parlait de poétique tout à l'heure, Au bord du fleuve, j'ai accompagné au bord du fleuve d'une longue postface qui s'appelle Passion, Fureur et Révolte. Et dans ce texte-là, j'explique un peu comment le poète passe de la passion, de la fureur et de la révolte, avec tous les thèmes justement qui sont énoncés là-dedans. Et c'est dedans aussi que je reviens un peu sur les balbutiements de la poétude, d'où l'on vient, où est-ce qu'on veut. Voilà. Je pense que j'ai peut-être fait un hors-piste un peu à un moment donné, mais voilà, c'était important de le préciser comme ça. Non, mais l'idée, effectivement, c'est savoir ce que les auteurs, les écrivains ont en eux. Effectivement, c'est intéressant, parce que vous voyez, c'est du spectacle vivant, là. Si vous n'avez pas à côté de vous, on ne saurait pas ça. Hein. Et, Mélina, on dit écrivain ou écrivaine? Alors, vous direz quoi? Voilà, une petite question comme ça. Hein, j'ai une autre question, mais avant, je ne voudrais pas faire une gaffe. Donc, Alors, personnellement, je ne m'offusquerai pas si vous dites écrivain, mais je préférerais que vous disiez écrivaine, puisqu'on est dans une langue qui se décline en genre et en nombre. Enfin, je suis singulier, je ne suis pas encore pluriel, si je suis multidimensionnelle, comme vous tous. Entre parenthèses, c'est un adjectif qualificatif que j'aime employer, mais il ne me concerne pas moi seulement. C'est vrai que c'est un peu mon petit mantra. Pour moi, je vois tout le monde en multidimension, en hologramme, plus, 5D, 6D. Donc, je ne suis pas encore plurielle, même si je suis multidimensionnelle. A priori, je suis au féminin, oui, je pourrais être au neutre aussi. Vous savez, en latin et en grec, nos deux grands-parents du français, il y avait le genre féminin, masculin, et le neutre. Et c'est avec l'évolution de la langue que le neutre est parti, et que le neutre s'est redirigé et s'est redistribué dans le féminin et le singulier, donc le féminin et le masculin. Et c'est pour ça que nous, en français moderne, nous avons deux genres. Il y avait un troisième, le neutre, comme il existe aussi le neutre en allemand, par exemple. Plus de deux genres. Donc écrivaine, moi je suis contente qu'on puisse dire ça, autrice ou auteur. Ouais, c'est une petite signature, un petit clin d'œil en ce monde. Et donc ma question, écrivaine engagée? Oui, engagée. Même si je n'aurais pas tendance à me définir ou à écrire en mettant ma petite bio écrivaine engagée. Je sens que en étant artiste de nature, en aimant créer, en aimant écrire, en aimant inventer, je suis forcément engagée, puisque je donne de la voix et j'apporte ce point de vue-là qui est très partiel, le mien. Donc je m'engage à dire ce que je pense, comment je le pense, d'où je pars, d'où je vois. Et ça peut plaire, ça peut ne pas plaire. Et l'un comme l'autre ne vaut pas mieux que l'autre. Donc je m'engage. Et quoi que je veuille, je m'engage en prenant la parole. Et certainement avec les années, avec l'âge, les années, avec cette découverte de moi-même, je me découvre à chaque fois d'autres facettes. Je me rends compte que j'ai un message à porter en tant que être et femme venant de deux cultures, je me répète par rapport à ce métissage, venant de ces deux cultures, de ces deux terres, sur la planète Terre, je sens que je dois parler au nom de ces deux terres, et que j'ai peut-être jusqu'à présent un peu trop parlé d'une terre. J'ai l'impression que je dois rééquilibrer quelque chose à l'intérieur de moi. Et quand je dis je dois, c'est pas un devoir moral avec un fardeau, oh la pauvre, elle doit. Je me dois, j'ai envie pour rééquilibrer, parce que je suis vraiment toujours en quête de cet équilibre, de la balance qui soupèse, si je veux atteindre une paix ou si je veux contribuer à une paix, je dois regarder l'équilibre. Qu'y a-t-il sur cette balance? Et pour ma part, en tant qu'artiste, en tant que créatrice, même si avant je n'avais pas mis les mots de la part malgache dans ce que je faisais, je pense qu'à présent il faut nommer, il faut dire ça, c'est plus une part malgache. C'est une part malgache mélangée aussi avec la part française. On ne va pas faire du 50-50, je peux commencer à calculer, faire des statistiques sur. Il y a un mot malgache en particulier dans mon abécédaire, il y a finalement plus de mots français que de malgache. Après, je vais me dire, oh là là, j'ai pas rééquilibré. Si vous voulez, c'est la conscience des voix que j'apporte et qui viennent sans doute de mes ancêtres du côté de l'île Rouge. Et là, en cela, je m'engage
et à donner de la voix pour elles. Et peut-être l'aspect aussi engagement envers des populations, des peuples d'Amérique. Voilà, oui, tout à fait. Merci. Si vous voulez, là je parle de Madagascar, parce qu'on parle de l'Afrique. Et dans mon premier roman, j'ai voulu donner la voix à d'autres peuples qui, dans la balance, ont pesé lourd et puis qui finalement ont pesé léger parce qu'on les a fait disparaître. Donc j'ai voulu donner la voix à une de ces tribus qui s'appelle la tribu Olone, qui est une des tribus qui habitait et dont certains descendants habitent peut-être un peu dans la région de San Francisco. Aujourd'hui, ils ont presque disparu. Tout naturellement, en fait, quand je vais creuser, j'ai ce côté archéologue, même si je ne suis pas une profession, je vais creuser les sédiments, la terre, et puis je creuse et en même temps je construis cet arbre généalogique. Parfois je l'invente aussi un peu pour donner voix à ceux qui l'ont perdu ou ceux qui l'avaient, mais on les a fait se taire, ou on ne les a pas écoutés, ou ils n'ont pas assez pesé dans la balance parce qu'ils n'avaient pas les mêmes médiums, les mêmes canaux. Parce que quand on vient d'une culture orale, évidemment, on ne pèse pas lourd dans la culture du livre. Mais moi, je viens mettre l'oral dans le livre et je participe à cette grande tribu d'auteurs, de poètes qui font cela. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a ce grand voyage entre l'oral et l'écrit et l'oral. Je pense que c'est une des manières de rééquilibrer la balance. Alors, Cheryl, écrivain engagé? La question est vaste. De toute manière, tout à l'heure, je disais que l'art est l'avocat de la créature vivante. Donc, en tant qu'artiste, on s'engage de toute manière. Donc, on s'engage en quoi? C'est la question qu'on se pose. Il y en a qui vont s'engager un peu en politique, un peu dans autre chose. Mais en tant qu'artiste, forcément, on s'engage parce qu'on parle pour quelque chose. On parle pour une situation bien précise. Mais derrière, je vais préférer engageant, parce que quand on s'engage, engager, c'est personnel. De toute façon, je pense que ça va de soi. Dès lors qu'on commence à écrire, à dire quelque chose, c'est l'engagement. Et derrière, c'est engageant, c'est-à-dire dans ce qu'on dit et ce qu'on veut dire, comment on engage les autres autour de nous, parce que finalement, on n'est pas seul. Comment on va dans des convergences, des connivences d'idées, comment mon propos et le propos des autres deviennent engageants, de telle sorte que on se reconnaisse tous une lutte commune et qu'on puisse avancer, même si on n'a pas une lutte commune, ça peut être l'utopie d'une humanité en paix. Donc, et c'est en cela que c'est intéressant de se dire que c'est engageant. Après, ensuite, engagé, il y a aussi derrière, au-delà de la plume, parce qu'on peut reprocher aux poètes de leur dire, bon, c'est bon, vous pouvez attaquer les autocrates, mais jamais la lyre n'a écrasé un char. Donc, voilà, on peut nous le reprocher. Donc, on va dire, vous restez dans les idées, mais que faites-vous? Au final, ce que j'appelle les autres lieux de l'action, finalement. Parce que même si on est artiste, on écrit, on chante. D'ailleurs, en parlant d'exil, j'ai sorti un album la fin de l'année dernière, un EP qui s'appelle L'Orée des exils, où j'explore aussi justement, là c'est plus de la poésie écrite, mais c'est de la poésie chantée et dite en musique, où j'explore un peu d'autres possibles. Et l'idée est de se dire, bon, finalement, si je laisse ce champ de l'action là où j'écris, effectivement, en tant qu'être humain, comment je m'engage, par exemple. D'ailleurs, la voix qu'on entend c'est votre voix ou c'est quelqu'un d'autre? Laquelle? Justement, sur Internet, j'ai pu entendre ça aussi, j'ai vu quelques vidéos là-dessus, justement. C'est votre voix ou c'est... En général, si c'est des textes vidéo que je clame mon propre poème monté, ça c'est moi. C'est moi qui parle. Sur l'album, c'est moi. Je suis essentiellement avec une chanteuse, Viscaria, c'est elle qui fait les chœurs, les basses, tout. Mais la voix, c'est moi qui chante, justement. Il est texte. C'est moi. Dans notre collectif, je ne suis pas le meilleur diseur ou slammer. On a quand même deux grands champions de slam qui s'appellent Larry et Nanda, qui sont des Gabonais à qui je vais dire mon chapeau, voilà, qui sont experts dans le slam. Voilà, c'était pour dire comment on s'engage aussi dans la société, en tant qu'être humain. Et nous, c'est l'un de notre leitmotiv dans notre collectif Le Syndicat, c'est que même si des fois le poète peut être vu un peu dans la stratosphère des limbes, là, dans un monde un peu éloigné avec ses gros mots, mais socialement, comment on apporte aussi à la société. Et c'est ce qui fait que la plupart de nos œuvres collectives,
excepté les œuvres individuelles où c'est reversé à chaque auteur, mais dans les œuvres collectives, en général, on en a sorti 3, donc Souffle équatorial, La liberté est têtue et Anto, là, qui est sorti récemment. Chacun de ces livres, aucun revenu ne va directement chez les auteurs. Ils vont directement pour financer une initiative sociale ou communautaire. Par exemple, Souffle équatorial finance une bibliothèque communautaire que l'on a à Port-Gentil qui s'appelle le Maquis Bibliothèque, justement, donc tous les revenus vont pour cette bibliothèque-là. Idem pour La liberté est têtue. Là, on soutient une bibliothèque aussi à Port-Gentil qui s'appelle IMIA Bibliothèque. C'est une bibliothèque qui accueille justement des enfants du quartier pour pouvoir lire, avoir accès aux ouvrages. Donc, tous les revenus vont là-bas. Et Anto, comme c'est un recueil de poésie purement de plumes féminines, les revenus vont directement dans une association qui s'appelle Filles, Femmes et Fiers. Donc voilà, c'est cette façon-là qu'on essaie aussi de s'engager, d'être engageant justement dans ce que l'on fait et de se dire qu'il y a plusieurs lieux de l'action où on peut être engagé et engageant. Intéressant. Alors, Nirina, dans votre roman, justement, alors, il y a tellement de choses. Sincèrement, je vous conseille de prendre part à ces ouvrages, de les acheter d'abord pour encourager les auteurs, mais en plus, il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes à explorer là-dedans. Non, c'est sincère. Alors, j'aurais pu parler de Cheryl, alors ça c'est marrant parce que j'ai vu Cheryl avec S. Ça c'est beau. Parler de Cheryl dans votre page. Et Cheryl C. Alors là, je me suis dit, il faut que je lise quand même le texte de Cheryl. Je devais passer de Cheryl. C'est un personnage. Oui, c'est un personnage. Je ne parle pas de Cheryl. Voilà, je n'en dis pas plus. Il y a un personnage là-dedans, Cheryl. Ça s'écrit avec un S. C'est chez vous. Voilà. Et on a Cheryl avec un C en face. Intéressant. Donc, il faut lire vraiment il y a des choses intéressantes. Alors, maintenant, il y a aussi un aspect là. Alors, à chaque fois que je lisais dans vos livres, je prélevais des briques comme ça, des phrases. Alors, je parle en ce qui me concerne, Cheryl, là. Pardon, en écoutant. Il y a un moment donné, le titre, c'est Les Chinois. Je ne sais pas si je peux le faire. Je vais dire le bout de phrase, je ne vais pas tout dire, je dis seulement le petit bout de phrase, et c'est dans l'idée qu'on puisse échanger. Alors, en parlant justement le titre, c'est les Chinois, ça commence à la page 33, c'est dans le livre « Nous sommes les ancêtres de ceux qui ne sont pas encore nés ». Écoutez bien, c'est très intéressant. Alors, après, c'est l'auteur qui va peut-être nous aider à décoller ça. Alors, le texte parle du système éducatif. En même temps, j'ai pris une phrase, alors intéressante. Ici, on étudie pour pouvoir travailler. Ici, on étudie pour pouvoir travailler plus tard. On travaille en même temps qu'on étudie pour pouvoir se permettre de pouvoir étudier et puis plus tard, on travaillera pour rembourser les années passées à se permettre d'avoir étudié. Aïe. C'est ce qui s'appelle une phrase alambiquée. Non, mais c'est clair. Elle est très claire. Si on la découpe et on fait de la grammaire. Critique d'un système éducatif. Oui. Trop cher. Cher, trop cher. Oui. Alors, vous voulez que je... Oui. Je voudrais justement que vous nous commentiez ça. Comment vous avez vécu là-bas, justement, vous avez vu ça à travers le ressenti des gens qui vivaient ça. Oui, pour parler, alors, avant de parler des Chinois, parce que c'est le titre du chapitre, et on va voir comment ça fait le lien. Oui, pour avoir vécu pendant ces 3 années, mais avoir rencontré des Américains, hommes, femmes, avoir écouté leur vie, j'étais fascinée de voir comment eux avaient grandi, vécu, ou dans quelle école ils étaient allés, quel métier ils avaient fait. C'est vrai que j'étais estomaquée quand je voyais des gens d'une petite trentaine, même pas d'ailleurs, vingtaine. Ils me disaient qu'ils allaient rembourser leurs études jusqu'aux leurs 45 ans, voire 50 ans. Donc, j'étais là avec mes 100 € à la Sorbonne par an pour passer un master. C'est vrai que j'étais sur une autre planète et ils étaient envieux. Et je ne
ne comprenez pas. Donc là, dans cette phrase alambiquée qui n'en finit pas de faire rebondir un verbe et se permet de travailler pour étudier, travailler, se permet de travailler, d'étudier pour travailler, c'est pour dire que ça fait tourner la tête quand on écoute certains patriotes américains qui expliquent à quel point ils ont dû se saigner, ou leurs parents ont dû se saigner, s'endetter pour pouvoir étudier et avoir un métier qui ensuite leur permettrait d'avoir 2 semaines de vacances pour... parce que nous, en France, on vit parfois pour avoir des vacances, mais eux, ils ne vivent pas pour des vacances, il y en a très peu pour certains. C'est pas si simple que ça, il y a beaucoup de variabilité. En tout cas, j'ai mis cette phrase alambiquée dans ce chapitre sur les Chinois, car les Chinois du temps de la ruée vers l'or en 1848, parce que c'est une époque que j'explore dans ce roman, eh bien, travaillaient et n'étaient pas payés, et payaient de leur peau et de leur vie. Ces Chinois, on connaît peut-être peu cette histoire des Chinois travailleurs ouvriers dans ces constructions du transcontinental, ce grand train qui a permis de relier la côte est à la côte ouest des États-Unis, qui a été terminé en 1869 et qui a fait mourir beaucoup de Chinois qui étaient les ouvriers, les esclaves tout simplement, puisqu'ils étaient payés très peu ou rien, et souvent ils mouraient parce qu'ils allaient dans faire exploser des pierres pour ensuite ramener des pierres. Enfin, on connaît tous le sort d'ouvriers actuels qui meurent aussi sur cette planète Terre. En tout cas, le sort de ces Chinois, j'ai voulu dans ce chapitre intitulé Les Chinois parler de cette cherté des études et de ce rapport entre argent et travail qui était inexistant ou presque inexistant pour que l'Amérique devienne ce continent puissant, entre autres grâce à la construction de ce transcontinental, ce train. Pour la petite histoire et pour revenir sur la question des voix oubliées, des peuples oubliés, ce roman est un hommage aux peuples oubliés des tribus, des natifs, comme on dit là-bas, on n'est pas des Indiens bien sûr, on n'est pas trop des Amérindiens, on n'est plus trop, les historiens, les historiologues n'aiment plus trop qu'on emploie ce terme, parce que ça n'a rien à voir avec l'Inde, c'est Christophe Colomb qui croyait que c'était l'Inde, mais ça n'est pas l'Inde, c'est donc les natifs, les peuples premiers. J'essaie de donner à ma manière la parole à ces peuples premiers, et j'essaie, dans ce chapitre, merci de le citer, ce chapitre, je donne la parole à ces Chinois, tout ce qu'on a comme fantasme sur la Chine aujourd'hui, ces Chinois qui ont été utilisés pour être les ouvriers de ce train qui a permis la grandeur et la croissance de l'Amérique. Sans train, on ne va pas d'une côte à l'autre, et puis on ne fait pas de commerce, en tout cas pas aussi rapidement, et ils ont été sacrifiés. Et il y a une fameuse image que vous pourrez trouver si vous cherchez sur Google, le Spike, la Spike, le dernier clou d'or, Golden Spike, qui a été mis là quand les 2 bras de rail ont été enfin rassemblés, et on a pu dire qu'on avait fait le rail de l'est en ouest. Vous avez une photographie qui est mythique, et on voyait plein de ce qu'on appelait les Yankees, ou les Américains, ou les Européens, les Américains, qui trinquent à une coupe de champagne, et puis ils sont tous avec des chapeaux de cow-boy ou d'ouvriers, et il n'y a pas un seul Chinois sur cette fameuse photo mythique. Ils ont été effacés, évincés de cette photo. On a pris en photo les glorieux bâtisseurs de trains. J'imagine que sur la photo, j'espère que certains avaient vraiment mis la main à la pâte, j'espère. En tout cas, il y a quand même un peuple qui a été évincé, donc les Chinois. C'est intéressant de faire le lien avec aujourd'hui la situation des ouvriers sur la planète. Puis même une réflexion aussi sur l'histoire de la Chine. Chez Tanda, moi j'ai noté alors page 94 sur l'ouvrage. Alors là, on est sur la partie d'encre, fleuve, sombre, 94. Engagé pour le réchauffement climatique. Au bord du fleuve. Pardon. C'est dans le bord du fleuve, je crois. Oui, au bord du fleuve, oui, bien sûr, au bord du fleuve. Oui. C'est vrai que vous l'avez subdivisé en plusieurs parties. Il y a plusieurs livres dans le livre. Voilà, j'ai cité l'autre partie. Engagé en faveur, contre le réchauffement climatique. Je vois ça, critique des frontières, critique des pollutions et des décharges des ioniques défenseur de la terre, de la cause écologique.
Oui, parce que, comme je disais, c'est vrai que les continents sont reliés entre eux par les feux, les mers, les océans, les hommes, avec cette corde sensible là que l'on joue. Mais la réalité est vraie que dans tous ces liens que l'on a, c'est que, même si j'ai mes propres brûlures de mon pays natal, quoi qu'il se passe au bout du monde, si un peuple fut opprimé, dès lors que ce peuple pleure, ma plume vibre, j'écris quelque chose parce que je suis aussi touché de la même façon. C'est pareil aussi pour la planète dans laquelle nous vivons. Lorsque je sens qu'elle est écorchée, moi aussi je suis écorché, il faut que je réagisse. Et c'est important, c'est un défi que l'on aura finalement parce que je milite justement pour l'océan de notre humanité. Et on va y arriver, hein, tous ensemble. On sera dans cette paix utopique, mais derrière, une fois qu'on l'a fait, l'être humain, il y a quelque chose où les uns peuvent opprimer les autres, on peut ne pas être d'accord sur un ensemble de choses, mais où l'être humain est d'accord intrinsèquement, même sans rien dire, c'est détruire notre planète. Et ça, c'est vraiment terrible. Et aujourd'hui, on a par exemple, moi je viens du Gabon comme le Congo, là on est dans le bassin du Congo, c'est la forêt équatoriale, voilà, donc je suis vraiment sensible à toute cette grande forêt, toute cette nature qui se dévoile, hein, parce qu'il y a la déforestation, il y a plein de choses, l'Amazonie n'en parlons plus, sans compter les océans que l'on pollue. Moi par exemple, d'où je viens, c'est une ville pétrolière, mais quand j'aime le bord de mer, c'est bien que j'aime regarder le golfe, mais donc mon golfe est vraiment déchiré par, par les plateformes pétrolières que je vois au large, les rigues, sans oublier aussi les cargos qui viennent prendre le pétrole sur les terminaux pétroliers, sans oublier la pollution, etc. Donc c'est important de se dire ça parce que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est qu'on détruit notre planète. Hein, comme on a détruit l'humanité avec des théories pour justifier le fait que certains soient des sous-hommes pour pouvoir faire de l'économie capitaliste, faire travailler des gens, ainsi de suite, ou d'autres sujets, hein, par exemple. On a détruit nos pensées avec ces idées nocives et toxiques qui ont encore des effets aujourd'hui qui sont difficiles à enlever. Mais conjointement, là, c'est tout le monde, il n'y a plus personne à blâmer, on détruit notre propre planète et on n'a même pas encore terminé de détruire notre planète bon, je suis informaticien, donc j'aime la science, hein, je serai toujours pour aller dans l'espace, il n'y a rien à dire. Mais il y a quand même de se dire qu'aujourd'hui, on n'a pas fini de détruire notre planète, on ne sait pas comment gérer les déchets dans notre planète, mais on va dans l'espace, on explore, on laisse des satellites. C'est vrai qu'aujourd'hui on dit il y a des théories, on sait faire atterrir un satellite proprement maintenant, pour voilà, le mettre à côté, bon, mais très bien, on pollue déjà l'espace, c'est-à-dire, même si c'est vrai qu'il n'y a pas de bruit dans l'espace, mais l'homme met son pied, il met son empreinte, et comme l'homme a su détruire sa planète depuis la découverte du feu, il réussira justement aussi à polluer l'univers et l'espace, même si là c'est infini et vaste, mais bon, je nous fais confiance, l'être humain est vraiment très imaginatif en termes de destruction. On nous fait signe puisqu'on arrive quasiment à la fin. Donc, peut-être une dernière question, et ça c'est vrai que aussi c'est un point commun que j'ai retrouvé à travers nos deux auteurs. Au regard par exemple de l'ABCDR, Nina aussi en parle vraiment en disant que c'est l'ABCDR, le principe même de l'ABCDR, vous disiez, ça permet par exemple à des enfants, des jeunes, même des adultes, pour leur donner l'envie d'écrire à travers. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer un peu au regard de ça? Parce que pareil, après on va parler aussi pour l'aspect même poétique, le fait d'écrire des poèmes, etc. Ce jeune éditeur Papyrus, jeune éditeur, quelques années qu'il a lancé sa maison d'édition, a proposé, et du coup m'a proposé, je suis la troisième autrice, auteure, la première femme à participer à cette collection d'ABCDR. Il a lancé la consigne, comme une consigne d'écriture à l'école. Ce sera un ABCDR, donc 26 lettres, 26 textes en une page, pas plus, pas moins, et sur ta vie. C'est un peu large, très large, et en même temps c'est quand même une contrainte. Donc je me suis prêtée à l'exercice, je n'ai pas compté le temps que j'ai passé à l'écrire, mais en tout cas je n'ai pas écrit tous les jours, mais ça s'est fait sur plusieurs mois, puisque la pandémie passait dessus, etc. Je me suis prêtée à l'exercice comme un écolier, une écolière à l'exercice, et depuis la sortie du livre, j'ai proposé cet exercice à des lycéens. Je passe dans des lycées, puis là je vais bientôt enseigner de nouveau dans des classes, et je propose cet exercice. Je l'ai aussi proposé à des adultes qui aiment écrire, qui ont peut-être peur d'écrire, comment se lancer. Rien de mieux qu'une consigne aussi simple que dire c'est une lettre,
tu choisis ton mot. Pas facile de choisir le mot de ta vie. On a peut-être du mal à hésiter, mais c'est très propice à ce cadre-là, c'est très propice à l'imagination, puis à se lancer dans une écriture dite automatique, sans trop réfléchir. Lettre C, ce serait quoi la lettre C là, qui vous invite dans vos têtes peut-être un mot tout de suite, lettre C. Je sais quel mot je vais choisir. Puis d'écrire quelques lignes, sans se mettre la pression, quelques lignes, et de laisser couler la plume, et de laisser aller la créativité, qui est ce sens naturel de l'être humain, la créativité, même si on n'est peut-être pas tous poètes et artistes, mais en tout cas, moi je pense qu'on l'est tous, mais on n'a sans doute pas actualisé, manifesté et osé. Donc cet exercice, je vous invite à le faire. Vous pouvez choisir un jour une lettre et aller faire la lettre de ma vie aujourd'hui, c'est pour ma petit matin, pour un petit déjeuner si vous avez le temps, pour s'endormir. C'est un bon exercice, une bonne gymnastique pour commencer à écrire et lâcher, exprimer, parce qu'on a forcément, je rejoins Chérie, on a tous besoin en fait d'exprimer tout ce qui est en nous douloureux, de savoureux. C'est un bel exercice. D'ailleurs, vous disiez effectivement, toujours en partant de ce principe, c'est que vous avez commencé votre livre par la lettre A, comme Afrique, parce qu'à ce moment-là, il y avait cet élément Afrique qui appartient à vous, et bon, le temps est passé. Si aujourd'hui on se retrouve là ensemble pour la lettre A, vous me diriez par exemple quel mot? À l'instant, nous sommes ensemble. En fait, avec tout ce qu'on a dit là, je ne bouge pas. Je reste avec. Je ne bouge pas. Je reste avec Afrique, la petite. Il n'y a rien d'autre qui vient. Chérie Danda. Du coup, la question elle est sur. Toujours sur vous, effectivement, toujours sur la partie écriture, vous, par rapport à vos poèmes, et souvent, à les lire, on a cette envie aussi justement d'instiller à travers justement, si on travaille avec les jeunes, les adultes, en vous lisant, moi j'ai eu l'envie de me dire, tiens, j'ai par exemple l'ABCDR, j'ai pris aussi les mots ABCD, je me suis mis à dire, tiens, le mot A, je mettrai tel mot, tel concept, et je me suis mis à faire. Et en lisant pareil avec les poèmes, même principe, ça m'a inspiré un peu le même truc, je me suis dit, tiens, je vais commencer à écrire aussi des poèmes. Et vous, alors, quand vous avez fait ça, est-ce que c'était dans cette idée-là de travailler avec l'autre, les jeunes, les moins jeunes, et de susciter cette envie non, Là, déjà, on voit qu'on est engageant finalement. Donc, c'est ce qui est intéressant. Après, oui, de toute façon, je vais répondre en deux volets. Le premier volet, c'est que, bon, c'est vrai que je suis romancier, et non, c'est d'abord un roman. Je suis d'abord poète, j'écris des romans, mais j'écris aussi de la poésie. Mais pour moi-même, d'abord, pour mon inspiration, c'est qu'au-delà du monde qui m'entoure, c'est que la poésie a une de ses forces, c'est qu'elle naît ex nihilo, c'est-à-dire que la poésie naît de ce qu'on lit de la poésie. Quand on lit de la grande poésie, on est obligé de faire de la poésie. Même pas que de la grande, hein. Une fois qu'on lit de la poésie, on est toujours tenté de faire de la poésie. Donc, la poésie a quand même cet effet-là sur les gens. Sachant aussi qu'en général, le poète écrit à partir de lui-même, donc il y a très peu de fiction. Souvent, c'est souvent des choses qui vont toucher les uns et les autres, sur ce point. Et sur l'autre point, il y a, pour moi, c'est un engagement, de toute manière, de pousser les autres aussi à écrire. C'est important parce que moi, en lisant De Pestre et David Diop, ça m'a donné envie d'écrire des poèmes sur la négritude, par exemple. Et c'est de me dire, dans ce que j'écris, il faut aussi que s'engagent certains. Et ça, c'est dans le lieu de l'action de l'écriture. Et que ce soit accessible, parce que c'est vrai, quand on écrit la poésie, c'est pas tous les jours que les mots sont accessibles. Il faut quand même essayer de descendre de son petit nuage là, et dans les limbes là, et parler quand même à l'oreille du peuple pour que tout le monde puisse bien comprendre. Mais derrière aussi, il y a l'autre lieu de l'action, comme on dit, c'est faire entendre sa poésie, d'où je vais dans la musique aussi, pour que d'autres aussi s'y mêlent. Au-delà de la musique, il y a aussi le fait qu'il y a aussi les actions. Par exemple, nous, dans nos syndicats, on fait, ça va faire 2 ans, 3e année là cette année, que l'on fera un festival en ligne qui s'appelle les Poétudes, donc un festival de poésie africaine en ligne. Et là, on invite un peu les poètes à venir déclamer leurs poèmes, à discuter sur des sujets justement structurants de la poésie. Mais au-delà de ça,
pendant toute la semaine du festival, on demande à tous ceux qui veulent bien écrire un poème de partager un poème chaque jour, mais ils n'ont pas besoin d'être de grands poètes. Voilà, c'est juste, ils se libèrent, ils écrivent. Et en faisant ça, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y a des personnes qui avaient des talents d'écriture que l'on ne pouvait pas imaginer. D'ailleurs, là, dans le recueil de poèmes féminins que l'on appelle Anto, autant il y a des auteurs et des artistes confirmés, autant il y a des personnes qui se sont rajoutées parce que en faisant ce festival-là, on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui écrivent et que l'on incorpore. Et en général, quand on fait des œuvres collectives, on ne se met pas que nous-mêmes, on essaie de sortir aussi. On va chercher des personnes qui ne sont peut-être pas connues ou qui n'ont pas encore imité et qui ont tout à fait intérêt à écrire parce qu'on a tous des choses à dire. Dès lors qu'on est un être humain, personne n'est assez idiot pour n'avoir rien à dire sur la condition de notre monde aujourd'hui. Donc oui, si j'avais les moyens, je pousserais tout le monde à écrire un poème, le soir, un texte, un livre, pas un texte, un récit, un roman, une histoire, parce que voilà, il n'y a pas que la poésie. Et je pense que c'est bien aussi pour la santé, comme disait Niri, c'est aussi un exutoire finalement, c'est un exutoire parce que on vit quand même un monde où on est tiraillé et déchiré par beaucoup de problématiques. Et peut-être qu'écrire de temps à autre, sans forcément vouloir être édité, ça peut permettre aussi d'être une forme de thérapie comme ça, voilà, pour aider voilà, notre santé mentale, par exemple. Écrire une forme de thérapie pour aider notre santé mentale. Alors, nous sommes les ancêtres de ceux qui ne sont pas encore nés. Ça, c'est le premier livre dont on a évoqué aujourd'hui. Et le deuxième livre de Nirina Alanto Aretimba. D'ailleurs, vous savez que Ntimba... Alors, on a dit que ça va devenir jumeaux. Les jumeaux. Ntimba. Nanjouzi. Alors ça c'est un Congo, c'est tout ce qui est Congo, hein, c'est vraiment la racine même, donc Ntimba c'est vraiment, il y a Ntimba et Nzuzi. Voilà. Donc forcément dans votre lignée, il y avait les jumeaux. Alors, donc multidimensionnel et vous, de donc Nirina Alanto Aretimba, et nous sommes les ancêtres de ceux qui ne sont pas encore nés, ça c'est les deux livres dont on a évoqué. Les éditions, pardon. D'abord, multidimensionnel, les éditions Papyrus, hein, c'est très important. Et nous sommes les ancêtres de ceux qui ne sont pas encore nés aux éditions Librinova. Alors, deuxième ouvrage qu'on a évoqué aussi ici pour Cheryl Idanda, donc Au bord du fleuve, hein, suivi de Explorateur de tendresse aux éditions d'Acre. Et son autre ouvrage ici, c'est Îlot de tendresse, suivi de Épilogue d'un érotisme métaphorique. On n'en a pas parlé de celui-là. C'est un sujet à vous inviter là à la deuxième conférence. Je pense qu'il faudra prévoir ça le soir à l'abri de tout enfant. C'est autre chose. Mais tout aussi intéressant aussi. Donc, merci beaucoup de nous avoir répondu. C'est vraiment intéressant d'avoir recueilli vos témoignages. Merci encore. Ah, il y a une série de questions. Oui, excusez-nous. Si vous avez quelques questions, Rosine, tu nous donnes combien de temps pour les questions? Juste une remarque. Moi qui suis animateur des tests, j'ai été quand même content d'entendre celui que j'ai dit beaucoup. Voilà, c'est la remarque. C'est un compliment que je voulais faire. Mais il est engageant de peste, donc oui. N'hésitez pas s'il y a d'autres, s'il y a des questions, des remarques. Oui, en fait, mais merci à vous trois. J'ai été bien animé. Merci aussi à vous deux écrivains du jour. Je suis vraiment épaté de cette rencontre, conversation politique d'aujourd'hui. Il faut vraiment un jour qu'on le met en radiophonie. Je pense que c'est qu'on enregistre et que ma question, mais je pense que pour Chéri, qui a le fameux livre Métaphore, mais c'est plus pour Niri.
J'aimerais savoir, en fait, puisque vous avez voyagé, vous avez plein de choses, vous êtes dans le monde, et ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est plutôt une relation avec le monde, donc une grande relation. Et j'aimerais bien, en fait, puisque je pense que la relation vers l'intime peut-être est dans votre livre, et là j'aimerais bien si vous avez aussi peut-être un petit dans ce livre-là, et quelle est la relation avec vous-même, et puis l'intimité aussi familiale, les relations avec le père, les relations avec la mère, avec le monde le plus proche en fait, et avec soi-même aussi peut-être, avec les amoureux, qu'on n'a pas trop dit, parce qu'on était rêvement. Merci pour cette question. Alors oui, l'intime personnel, l'intime familial, nous sommes les ancêtres de ceux qui ne sont pas encore nés. C'est un roman, c'est une fiction où il y a de l'intime réinventé, où la part du vrai, l'autographique, c'est le lecteur qui se fera sa propre histoire. C'est l'intérêt d'écrire un roman, c'est que le lecteur ne saura pas. On fait notre cuisine, quels sont les ingrédients, et quels sont les ingrédients de départ et ce que ça donne. Donc là, je laisse le lecteur. Et pour l'intime familial, il se trouve que je continue à écrire un récit qui pour l'instant est autobiographique. Peut-être qu'un jour je vais le transformer en roman parce que je vais inventer des choses dessus, mais sur mes racines familiales et mon rapport à mon père et mon rapport à ma mère et mon rapport à mes ancêtres présents et défunts. Donc, il y a quelque chose qui se prépare qui est très personnel, et j'avoue que c'est très difficile pour moi de parler aussi près de moi. J'aime la forme du roman aussi par l'invention qu'elle permet, la liberté. Mais parler de soi, c'est dur, c'est douloureux. Ce livre, qui est encore en gestation depuis des années, a du mal à sortir. Parce qu'en plus, quand on parle de famille et de blessures, parce que dans ce livre, je vais parler de blessures, c'est très dur. Donc j'espère qu'il va naître, parce que sinon je vais rester enceinte pendant combien d'années, j'en peux plus. Donc vivement l'accouchement pour parler de cet intime. Avec question? Je ne sais pas si c'est une question, mais peut-être que la question viendra. En tout cas, je suis particulièrement bluffé par la qualité de... Pardon? Oui, vas-y. Les questions sont des textes. Ouais, vous avertis déjà. Non, voilà. Ouais. Parce que, voilà. Non, là je suis très... D'abord, merci de cette invitation. Vas-y, Peter. Je vais rejoindre le frère tout à l'heure qui disait que la brochette, la qualité était là, que ce soit la modération et puis le propos, en tout cas, et le côté engageant. On va aller me la dire. C'est important pour nous d'avoir de la belle littérature et de voir qu'il y a des personnes qui sont engagées pour qu'il y ait un réel changement, pour qu'on sorte d'un paradigme qui radote depuis des décennies, des siècles. Et c'est dommage, on aurait pu inviter des amis à toi, certainement que tu connais des gens, des Gabonais qui sont là. Ecomi, tu connais, certainement. Quel Gabonais ne connaît pas Ecomi? Voilà, Ecomi, ici, Matt, et... oui, je vais peut-être commencer par la fin. Oui, c'est vrai que le côté engageant, j'ai entendu ces Chinois en fait qui ont travaillé, qui n'ont pas été vus dans la photo finale. Ça rappelle un petit peu nos tirailleurs qui étaient interdits de défiler sur les Champs-Élysées aussi. C'est toi qui m'as laissé la Non, mais vous avez. Ouais. J'aimerais juste savoir le nom de l'artiste dont tu avais parlé, qui fait partie des grandes figures au Gabon. Pierre Claver Akédengue. Si on va se tutoyer, hein. Si tu connais l'un des premiers singles de Mauvaise Haleine de la fin des années 90, Son fils qui joue à la guitare? Tanguy, oui. Tanguy, okay. Et qui s'appelait Aux choses du pays. Toi, le refrain est tiré d'une chanson de Pierre Claver Akédengue.
Je pense qu'il n'y a plus grand chose à dire. Et si c'est bien que je vais juste rappeler rapidement, il y avait une sénatrice française qui est de la Réunion qui s'est beaucoup battue pour l'île de Chagos. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des Chagos. En fait, il y a pas mal de Chagossiens qui sont à Londres. C'est devenu aujourd'hui une base militaire américaine, en fait, et ces gens sont en lutte pour pouvoir récupérer leur espace. Hein. Tout comme j'espère que l'engageante va aussi poursuivre toutes les démarches pour pouvoir faire en sorte que les îles éparses qui appartiennent à Madagascar puissent être restituées. Et puis, on ne va pas parler de Elf, on ne va pas parler de la continuité, mais en tout cas, Léomba, l'histoire de Léomba, je vois que vraiment c'est très très intéressant. Et puis le lien que tu fais aussi avec la question de l'esclavage et de la colonisation, j'ai pas lu, mais en tout cas c'était tellement agréable qu'on va peut-être demander à Roselyne de voir si on peut répliquer cet instant à Nantes dans les mois à venir. Ce serait vraiment intéressant de faire une communication pour que ça soit grandement accompagné. Et puis aussi souscrire sur le fait que pourquoi pas enregistrer des audios. Et j'ai failli à un moment donné prendre mon ordinateur, le mettre là et puis appuyer juste sur l'enregistrement. Mais je me suis dit, bon ben ça c'est un peu hors la loi, mais c'est hyper important qu'on puisse... on a besoin de ça, on a besoin de ça, et je sais très bien qu'un jour peut-être qu'un d'entre vous sera reçu au Collège de France, et en espérant que lorsqu'il sera reçu, on ne va pas entendre des personnes dire vous êtes accueillis ici aussi, pas pour votre vision non victimaire de l'histoire de l'esclavage et de la colonisation. Je pense qu'on se comprend très bien dans tout ce que je viens de dire. À plus tard. Merci. Pour les proches, je pense les gens. D'autres questions? S'il n'y a pas de questions, merci beaucoup à vous. Merci encore. Si je peux me permettre, est-ce que moi je suis d'abord un poète, c'est vrai que c'est bien de parler, mais je suis poète quand je fais de la poésie. Donc, si j'ai 2 minutes pour faire un peu de poésie, parce que ça c'est le moteur, c'est le carburant. Sinon, voilà. Donc, pour ceux qui connaissent l'œuvre de Pierre Tavert à Kénégué, ils comprendront la référence. Donc, j'expliquerai plus tard à la fin. Excusez-moi, je ne chante pas très bien, mais voilà, c'est aussi... Vauvier, au royaume de Poé, dans la forteresse des oiseaux annonciateurs de nouvelles, il y avait un petit oiseau du nom de Vauvier, qui à chaque fois que le vent se levait, se mettait sur une petite branche et lui murmurait « Vauvier, Vauvier ». Et dans l'écho du vent, il attendait le retour d'un poète, d'un pays au bout du monde qui savait pourtant sous oppression. Mais voilà bien longtemps que notre petit oiseau n'a plus eu de nouvelles du poète du bout du monde. Il décide donc d'aller en référer à Poé, le roi des oiseaux annonciateurs. Ce dernier lui demande de prendre la route et aller s'enquérir de la situation. Notre petit oiseau Poé partit donc à l'aube. Et sur son chemin, il se mit à chanter comme il avait l'habitude de le faire. Vauvier, 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 Vauvier. Vauvier, 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 Vauvier. Vauvier, 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 Vauvier. You, you, you. Et au crépuscule, notre petit oiseau
arriva dans un petit village du bout du monde appelé Inongoaïle, à la frontière du jour et de la nuit. Il se posa sur une petite branche, se mit à battre fortement de ses ailes, et depuis le jour, il s'adressa à la nuit. Poète! Poète! Où es-tu, poète? Et comme personne ne répondait, le petit oiseau se mit à battre encore de plus fort des ailes et s'adressa une seconde fois la nuit. Poète, poète, où es-tu, poète? Il s'apprêtait à recommencer pour la troisième fois, et à ce moment, une voix lui répondit dans la nuit. Qui qui Notre petit oiseau s'empressa de répondre. Mia novo vie, mi pilare sore, Rolando ipoe, mia vino, o combencolo, o rombo wincalio, mi biani chango, se pungo ni churu sadava. Alors, notre petit oiseau en français dit, je suis Vauvière, je viens de la forteresse du royaume de Poé, dans la forteresse des oiseaux annonciateurs de nouvelles. Et me voilà au crépuscule, à l'entrée de ton village. Je t'apporte les nouvelles que lancent les jours lointains. Et le poète dans la nuit de répondre. Anuami, miei non rompiri, koe femane, Cheino Ouende. Et que répond le poète dans la nuit? Il répond, très cher ami, me voici, me voilà dans l'obscurité, mais tu es sans ignorer que ce pays est sous oppression. Donc voilà le petit voyage de notre ami Poé. Il y a une suite, mais elle va être un peu trop longue. Merci. Merci beaucoup. On a Rosine, hein? On a perdu Rosine. Je crois que tu chantes aussi. Tu chantes? Oui. Je dis mes textes, mais je suis un piètre chanteur. Puisqu'on est en temps de poésie, il y a un auteur nantais qui est plus, qui s'appelait Marcel Zang, c'est bien de le dire, c'était un grand poète, et c'est quelqu'un qui a été pris SACD 2010, prix talent qui est SACD, et on va essayer de faire quelque chose juste avec un air comme ça. Il faut, en fait, je vais dire juste un petit bout de son texte qui va durer 1 minute. Un air que tu lances n'importe lequel. Je sais pas quel est. Ok. Et la parole viendra. Alors, on va commencer. Je vais mimer plutôt. Et la parole viendra. La parole éclatera un jour, c'est obligé, et ce jour n'est pas loin. Un beau matin tranquille, la parole leur pètera sous le cul. Alors, ils se retrouveront tout cons assis par terre avec leurs diamants, leurs buildings, leurs canons. La parole leur viendra du ciel, des étoiles, de la terre, du fin fond des mers, de la forêt, des montagnes, de la pierre, du désert et des cimetières. Et encore du passé. Et ça montera. Et ça descendra. Et ça leur tombera droit sur la gueule comme des pieux d'acier, comme des lances de flammes en plein dans le con, jusqu'à la gorge, par le crâne transpercé, et les talons et les nombrils. Tout nus, ils seront au grand jour à poil, l'âme fendue. La croupe tendue, pyramide couchée à craquer, puis sans soleil, rayon de sang. Comprendront rien. Puis ils
comprendront leur mère de rien que par la parole. La parole leur donnera leur mère. La parole sortira de la parole et la vérité de la parole. Des serpents de vérité, des tripes de vérité, des langues de vérité. Rien que de vérité d'épines, un déluge de vérité qui sortira de la parole. Une parole qui viendra de loin, de rien, du vide, qui commencera du vide. Le moment de poésie, sans la poésie, le poète ne vit, pas. Il y a un manteau qui traîne au sol. Il a pris le manteau.